Pour la partie production, en fait, ce qu'il faut retenir, en fait, on essaye toujours de faire de la planification sur différents horizons. On commence toujours par l'horizon le plus loin, d'accord, sur le long terme. Ensuite, le moyen terme, ensuite le court terme. Ça veut dire quoi, en fait? Concrètement, par exemple, je veux lancer un produit ou j'ai déjà un produit qui commence à se vendre et du coup, j'essaye de planifier par rapport aux études de marché combien et comment il sera vendu d'ici une année, 2 ans, 3 ans. Ensuite, pour la première année, je vais détailler mois par mois. Ensuite, pour le premier mois, je vais rentrer dans le détail semaine par semaine. Et ensuite, pour la première semaine, et encore jusqu'à savoir chaque heure, chaque minute, qu'est-ce que je dois faire. C'est ça, en fait, la planification. On dit la planification à horizon glissant. Alors, on ne va pas prendre tout ça cette année, ni on ne va pas rentrer du tout dans le détail, dans les techniques, mais on va juste apprendre certains concepts, parmi lesquels, très important, c'est la nomenclature. Alors, quand on parle de nomenclature, c'est quoi? En fait, je prends un produit, chaque produit, il a une nomenclature. Alors, c'est quoi une nomenclature? En fait, c'est la décomposition de ce produit. OK? Et du coup, je regarde un peu plus dans le détail. On peut définir une nomenclature comme la liste descriptive des composants entrant dans la fabrication d'un article parent qui s'appelle composé. Ça, c'est le composé. Ben, du coup, je regarde tous les composants. J'ai un vélo et je vais regarder tous les composants. J'ai une voiture et je vais regarder tous les composants. C'est tout. Allez. Ensuite, dans les composants, je peux trouver des produits qui sont achetés, des produits qui sont fabriqués en interne ou des sous-ensembles. D'accord? Ça peut intégrer plusieurs choses. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le lien de nomenclature. Vous voyez, entre vélo et roue, il y a un lien. D'accord? Et pour assembler un vélo, j'ai besoin de combien de roues? Pour assembler une voiture, j'ai besoin de combien de roues? Oui, j'ai 4 roues. Et du coup, là, vous voyez, il y a le lien entre le composé et le composant avec la quantité, ce qu'on appelle le coefficient technique. D'accord? C'est tout. C'est ce qu'il faut retenir. Jusqu'ici, on ne va pas compliquer encore plus. Alors, comment elle se présente, cette nomenclature? Là, vous avez un exemple très simple. Vous achetez l'armoire chez Ikea, d'accord? Ça, c'est le produit fini. Et dans le guide, on peut vous donner une idée sur la nomenclature. D'accord? Ça, c'est le produit fini, l'armoire. Pour assembler l'armoire, j'ai besoin de 4 montants latéraux. Alors, c'est en fait ce qu'on va trouver sur les côtés. J'ai besoin de 3 étagères. 1, 2, 3. J'ai besoin d'un fond de l'armoire. C'est ça, en fait, ce que j'ai derrière. Et j'ai besoin d'un palette, c'est les 2 panneaux latéraux. C'est tout. Vous voyez, en fait, ce qui m'intéresse, moi, à ce niveau, c'est juste le produit fini. Et là, vous voyez le composant. Ça, c'est le composé, le composant, et j'ai le coefficient ici. C'est tout. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Allez, on va faire un exemple. Et là, je demande à tout le monde de prendre une feuille ou de faire sur PC comme vous voulez. Vous dessinez quelque chose pour représenter cette phrase. L'article A est fabriqué de 2 pièces P. D'accord? Chaque pièce P est fabriquée à partir de 0,5 kg de la matière 1. Allez, chacun essaye. Faites-moi n'importe quel dessin, mais faites-moi quand même un dessin. D'accord? Allez-y, s'il vous plaît. Faites-moi quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. C'est très simple. Juste, trouvez-moi quelque chose qui ressemble à ça, qui représente ces 2 phrases. Allez, 10 secondes. C'est bon? Allez, regardez avec moi. Je vais essayer un petit peu de rentrer dans vos têtes et regarder ce que vous avez fait sur les feuilles. Alors, je vois qu'il y a 80% parmi vous, vous avez fait comme ça. Regardez. C'est bon? Alors, vous avez fait ça. P et P. C'est bon ou c'est pas bon? Oui. Alors, sauf que cette solution, pour l'instant, elle est fausse. Il y a mieux. Alors, il y en a 20%. Vous avez en fait la règle 20-80. Il y en a 20% qui vous avez fait ça en fait. Et ça, c'est plus juste parce qu'en fait, on a pris c'est quoi? Le lien et le coefficient. Au lieu de multiplier 1, 2, 3, ben, du coup, il suffit juste de faire un lien et de mettre le chiffre ici entre les deux.
Et là, ça résume exactement la même chose. Et du coup, ça, ce n'est pas totalement faux. Ensuite, alors, ceux qui ont fait ça, pour la suite, là, on est juste ici. Pour la suite, ce que vous avez fait, chaque pièce P est fabriquée à partir de 0,5 kg de la matière M. Alors, M, c'est nécessaire pour P. Et bien, du coup, vous avez fait comme ça. C'est ça ou pas? Oui, non? Alors, ceux qui ont fait cette solution, ben, du coup, ils ont des M. Là, c'est bien, mais par contre, je vais mettre combien? Il y en a, la plupart, vous avez mis 1. Parce que vous avez dit, comme j'ai besoin de 2 ici et 0,5 pour 1, ben, du coup, je multiplie 2 et là, j'arrive à 1. Sauf que ça aussi, ce n'est pas bon. Alors, la bonne solution, c'est quoi? En fait, c'est très simplement, pour faire A, j'ai besoin de 2P et pour faire P, j'ai besoin de 0,5 de 1. Ne regardez pas tout ce détail, il n'a aucun intérêt ici. D'accord? Mais vous allez me dire, mais ça va manquer ici. Il faut mettre 1 au lieu de 0,5. Je vous dis non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cumule à chaque fois. Là, je vous donne un exemple très simple. Je fabrique des vélos et je les vends. Il y a un client qui a commandé 100. Alors, pour les 100 vélos, bah, regardez, j'ai besoin de combien de roues? J'ai besoin de 200 ici. Et pour fabriquer les 200, admettons par exemple rouge, j'ai besoin de combien de caoutchouc? J'ai besoin de 0,5 kg pour une roue. Et pour les 200, j'aurais besoin de combien? J'aurais besoin de 200 multiplié par 0,5. Ben, du coup, là, j'arrive à 100. Si vous avez mis 2 et 1 ici, ben, du coup, on va se tromper parce qu'on va prendre 200. Ici, 200, parce que je vais multiplier par 2. Et là, comme je vais multiplier par 1, je vais tomber à 200 kg. C'est le double ce qui est nécessaire. Je résume. Alors, quand on parle d'une nomenclature, à chaque fois, on descend d'un niveau à un autre, on raisonne toujours pour une seule unité. C'est tout. Une seule unité. Allez, là, vous essayez de retenir, même si ce n'est pas très clair, au moins vous retenez au moins c'est quoi une nomenclature. Là, j'essaie de vous donner au moins un exemple ou deux. L'année prochaine, vous serez bombardé par rapport à plein d'exercices sur cette méthode. OK? Allez, je vous donne un deuxième exemple. Attendez juste 2 secondes. Hop. Là, vous avez un deuxième exemple. Essayez de réfléchir toujours 10 secondes pour me donner la réponse. N'importe quelle réponse. Ce n'est pas grave, j'accepte. Essayez au moins de réfléchir et de mettre quelque chose sur vos feuilles. Regardez, là aussi, j'essaye de rentrer dans vos têtes, je regarde ce que vous avez fait. Là, j'ai 90%. Vous avez fait ça. Pour faire A, j'ai besoin d'une pièce C. Jusqu'ici, ça va. D'accord? Et pour fabriquer une pièce, attendez, j'ai un message. Et ensuite, alors, pour fabriquer un article B qui constitue de 3 pièces C. Et c'est là où vous êtes trompé. Vous avez fait comme ça. B, et vous avez mis 3 ici. C'est ça? Les 10%, vous avez fait la bonne réponse. En fait, vous avez juste séparé les deux. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel ici, là, c'est qu'en fait, on est en train d'apprendre c'est quoi une nomenclature. Pour l'instant, on ne complique pas. Et vous allez voir à certains moments, surtout l'année prochaine, on va pratiquer, on va faire des nomenclatures qui sont relativement compliquées. Ça, c'est la bonne réponse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sépare chaque produit fini seul. D'accord? Sinon, après, on aura beaucoup de croisements. Imaginez ici, j'ai un croisement, j'en aurai un autre ici, un autre ici. Après, ça devient illisible. C'est pour cela, chaque produit fini, il est à part. OK, allez, j'efface ça. Je ferme. Et là, vous avez la bonne réponse. C'est bon? Là, on a fini pour l'instant avec la nomenclature. Le détail arrivera l'année prochaine. OK? Allez, maintenant, l'exercice
là, je vous ai fait, alors, je vous ai donné juste la vidéo. Vous avez réfléchi déjà dans un premier temps. Et là, on essaie un petit peu d'expliquer rapidement. Déjà, quand on parle de la production par projet, c'est quoi? Alors, la production par projet, elle est identifiée généralement par une commande qui est unique. Je demande une unité, d'accord, du produit. Je ne vais pas commander chaque jour ou chaque mois ou chaque année le même produit, d'accord? Généralement, les caractéristiques sont définies par… Alors, attendez, je vais masquer ça. Les caractéristiques sont définies par le client, d'accord? Très important. Et je n'ai pas de produit fini pour ce type de production, d'accord? Les dates sont très importantes et les ressources sont très polyvalentes, dans le sens, en fait, il y a plusieurs métiers pour faire un même produit. Je vous donne un exemple très simple. Le bâtiment qu'on a derrière, on l'a commandé. L'entreprise qui l'a fabriqué, c'est Bouygues, par exemple. L'entreprise Bouygues, elle fabrique à la commande. Bref, elle fabrique par projet, d'accord? Le produit, il est unique parce que si elle fabrique pour nous un bâtiment, elle fabrique un autre bâtiment pour la mairie, elle fabrique un autre bâtiment pour les HLM de Strasbourg, le bâtiment ne sera pas du tout identique. Chaque produit, il est complètement différent. On est bien d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un produit ou une commande qui est unique, d'accord? Et l'EM ne va pas commander des bâtiments tous les jours, on est bien d'accord? Les caractéristiques, c'est bien l'EM qui a défini toutes les caractéristiques du bâtiment. J'ai besoin de tel nombre de salles, tel nombre d'étages, ainsi de suite. Alors, Bouygues n'a pas de produit fini qui s'appelle bâtiment qu'elle va nous livrer directement. On est bien d'accord. C'est ça. Et à l'intérieur d'un bâtiment, le même produit, on va trouver plusieurs métiers. Vous voyez tous les métiers qu'on a ici. D'accord? Ça, c'est la production par projet. Vous avez aussi plein d'exemples et dans les vidéos que vous allez avoir, il y a encore un peu plus de détails que ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. La construction d'un barrage, d'accord? Les barrages, vous voyez, c'est quoi? Du coup, si je fabrique 2-3 barrages, ils seront complètement différents. Chaque barrage, il a ses propres caractéristiques, ainsi de suite. Alors ensuite, il y a la production en petite série. Alors, en petite série, là, vous voyez, la quantité, elle est relativement faible. Ce n'est pas une unité, mais quelques unités. Elles ressemblent plus ou moins par projet, mais on a quand même quelques unités. On n'a pas une seule unité. Ça peut revenir, mais bref. Et on a quand même une ressource qui sont polyvalentes. Alors, ensuite, on a la production par lot renouvelable. Ça veut dire quoi? Là, on a plusieurs lots, plusieurs produits. Je vais fabriquer un premier lot du premier produit. Par exemple, est-ce que je donne un exemple ou pas? Non, je ne donne pas un exemple pour l'instant. Je donne juste les caractéristiques. Après, on va corriger l'exercice. Vous allez faire le lien. Là, j'ai plusieurs produits. J'ai produit A. Je vais fabriquer, par exemple, 50 unités de produit A. Ensuite, je vais passer au produit B. Je vais fabriquer 100 unités. Ensuite, le produit C, je vais fabriquer 80. Et une fois que j'ai fini 3, je vais revenir au 1 pour fabriquer encore 50. Ensuite, le 2, ensuite. C'est ce qu'on dit des lots renouvelables. En fait, ça se renouvelle à chaque fois. Là, on dit c'est la plus utilisée. Vous allez voir pourquoi. En fait, là, on peut avoir un stock de produits finis. On peut avoir aussi un stock des encours. OK? C'est tout. Je ne vais pas compliquer encore plus. Il y a le dernier, en fait, c'est la production en flux continu. En flux continu, ça veut dire quoi? Là, le volume, il est très important. Par contre, il s'agit toujours du même produit, du même produit. OK? Alors, pour l'exercice, rappelez-vous ce qu'on avait fait. On a dit le premier type, c'était quoi? C'était les petits avions. Alors, du coup, les petits avions, il y avait quoi? Il y avait… Allez-y, dites-moi. Est-ce qu'on est dans une production en flux continu, d'accord, où le volume il est très important? On est en petite série où la quantité elle est faible. On est dans un lot renouvelable et du coup, on va fabriquer plusieurs produits, mais on va faire des lots pour chacun. Ou par projet, on a une seule unité du produit. Allez-y, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, là, regardez, si je commence par éliminer, est-ce que c'est la production par projet? Non, parce que par projet, il y a une seule unité. Du coup, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. Est-ce que c'est par lot renouvelable? Est-ce que c'est flux continu? Non, ce n'est pas ça parce que flux continu, ça veut dire qu'on a un volume qui est énorme. En lot renouvelable, là, on n'a pas vu plusieurs produits. Du coup, c'est en petite série ici. D'accord?
Je ne sais pas si je mets comme ça, vous le voyez ou pas? Oui, OK. Alors, le paquebot que vous avez vu, alors, est-ce qu'on est dans la production en flux continu? Non. Le volume n'est pas très important parce que là, il s'agit vraiment d'une seule unité. Du moment où on parle d'une seule unité, on est plus dans la production par projet. C'est bon? Vous me suivez ou pas? Alors, le pétrole, vous avez vu en fait, le volume, il est très important. Il s'agit toujours du même produit. Et là, du coup, on parle de quoi? On parle de la production en... Là, j'ai fait une faute, mais personne ne m'a dit quoi que ce soit. Le 1, il est là. Et le 2, en fait, c'est les 4 ici. Ça, c'est 4. Le paquebot, c'est par projet. Pétrole, c'est en flux continu parce qu'on fabrique un volume important tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord? Et pour les voitures, il reste le lot renouvelable. On va l'expliquer tout à l'heure dans le détail. OK? Ça, déjà, par rapport à cette partie. Allez, je reviens maintenant pour les expliquer un peu mieux. Maintenant, on va comparer en termes de volume et en termes de variété. D'accord? Regardez, par projet, en fait, on a quoi? On a le volume, il est très, très, très faible. D'accord? Très faible. On a une unité. D'accord? Et par contre, la variété elle est très forte dans quel sens? Si je fabrique deux produits, deux bâtiments, les deux bâtiments ne se ressemblent pas du tout. C'est pour cela on dit la variété, elle est très forte ici. Est-ce que ça va? C'est clair? Et là, vous avez d'autres exemples. Je fabrique un moteur pour un fusil, je fabrique des pompes destinées au nucléaire, généralement tout ce qui est travaux publics, ainsi de suite. Alors ensuite, là, vous avez la production des unitaires en petite série. D'accord? C'est quoi? Par exemple, je fabrique des robots. Dans la vidéo, on a vu, on fabrique des petits avions. Et là, la quantité, elle est faible. D'accord? Parce que je fabrique quelques unités. Ce n'est pas une unité. Hein. C'est quelques unités. Et on a quand même une variété qui reste assez forte. D'accord? Parce qu'on peut personnaliser, ainsi de suite. Là, vous avez tout l'outillage de production, ainsi de suite. Ensuite, c'est ce qu'on a dit, la plus répandue, c'est la production au lot renouvelable, c'est la fabrication des voitures. OK? En fait, je fabrique 100 polos. Ensuite, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, il y avait des 4x4, ensuite des citadines, ainsi de suite. Je fabrique par exemple 100 polos. Ensuite, je fabrique 50 Golf. Ensuite, 80 Tiguan. Et une fois que j'ai fini, je reviens pour fabriquer encore 100 polos, ainsi de suite. Le volume, il est assez fort quand même, d'accord? Et par contre, la variété, elle reste faible. Dans quel sens? Elle est assez faible dans le sens, en fait, on a quand même une gamme, on peut choisir entre différents produits. Et la dernière, c'est la production en flux continu. Là où je vous ai mis l'exemple de pétrole. Le volume, il est très fort parce que là, on parle bien de plusieurs milliers, millions de barils. Par contre, la variété, elle est très forte parce qu'il s'agit toujours du même produit. D'accord? Tous les jours, on fait le même produit. Tous les jours, tous les jours. Et toutes les installations que vous avez vues dans la vidéo, elle est dédiée uniquement pour un seul produit. Demain, je ne peux pas changer pour fabriquer du sucre. Je ne peux pas changer pour fabriquer de l'huile. Je ne peux pas fabriquer pour faire du ciment, ainsi de suite. Et du coup, vous voyez, c'est un seul produit qu'on fabrique tous les jours avec des quantités énormes. C'est ça, en fait, la comparaison. Maintenant, si je reviens ici, on complète. Pour les petits avions, la variété, on a dit que c'est quoi? On a dit c'est, là, on a une variété qui est quand même moyenne. D'accord? Le paquebot, est-ce qu'on est moyen, bas ou élevé? C'est très élevé. D'accord? Parce qu'en fait, généralement, ils ne se ressemblent pas du tout. Je fabrique deux paquebots pour deux clients différents, ou deux bâtiments pour deux clients différents. Les deux bâtiments sont complètement différents. Alors, pour le pétrole, la variété, est-ce qu'elle est forte ou faible? Elle est très basse parce qu'il s'agit toujours du même produit. D'accord? Les voitures, est-ce que finalement, on est dans bas, moyen ou élevé? On va mettre moyen. D'accord? Parce qu'on a quand même le choix entre quelques références, mais ça reste quand même moyen. Alors, le volume maintenant. Pour faire très simple, je commence par le pétrole. Alors, le pétrole, est-ce que c'est fort ou c'est faible? Allez-y.
Très bien. Alors, le volume, il est très élevé. Si je parle maintenant de paquebot, est-ce que le volume, il est important ou pas? Au contraire, très bas parce qu'on parle d'une seule unité. OK? Je mets un ici. Ensuite, alors, pour les voitures, là, on va mettre moyen parce que ça reste quand même moyen. Pour les petits avions, on peut mettre entre moyen et des fois faible, si vous voulez, mais on garde quand même plus de. Alors, qu'est-ce qu'on peut personnaliser ou pas? Le paquebot, on est bien d'accord qu'on peut le personnaliser. D'accord? Pardon, non, regardez. Il faut me surveiller un petit peu parce que je commence aussi à me fatiguer. Le paquebot, là, on peut le… Non. Oui, un. Personnalisable. D'accord? Le pétrole, on ne peut surtout pas le personnaliser. D'accord? On est bien d'accord qu'on ne peut pas le personnaliser. C'est la production de masse. Alors, les voitures, là, OK, ça dépend. Les avions, on peut les personnaliser. Et là, dans les voitures, exceptionnellement, on va mettre 1 et 2 parce que ça dépend, en fait, de la catégorie, ainsi de suite. Ça dépend de plusieurs paramètres. Alors, la main-d'œuvre, ça, en fait, ça dépend. Je ne vais pas trop vous perturber par rapport à ça, mais si vous voulez, on peut le corriger rapidement. J'ai dit à la quoi? Pour la main-d'œuvre, pour le pétrole, on a besoin quand même de la main-d'œuvre qui est qualifiée, d'accord, élevée. Pour fabriquer des voitures, on n'a même pas besoin de quoi que ce soit. Pour les paquebots, on peut mettre aussi 2, d'accord, élevés. Les petits avions, on peut mettre 2. Après, honnêtement, d'accord, honnêtement, on a divisé le travail. Vous voyez, une voiture, comme vous l'avez, ça fait quand même, c'est une technologie qui fait un petit peu peur. Mais on a divisé le travail dans la chaîne que vous avez vue où les tâches sont devenues très simples. D'accord? C'est comme en fait, on va vous embaucher, on va vous former pendant une demi-journée, après vous serez opérationnel. Pareil pour tous les autres métiers en fait. Quand on voit en global, c'est compliqué, mais quand on voit dans le détail, c'est très simple. Mais bref, là, on ne va pas tenir compte de ça pour l'instant. Est-ce que ça va déjà pour cette première partie? C'est bon, tout le monde a compris ou pas? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Allez, je continue. Maintenant, vis-à-vis du client, des fois, le client, on l'a vu tout à l'heure, il va commander directement ce que nous, on a fabriqué ou ce qu'on a stocké. D'accord? C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Vous êtes parti à Auchan, vous avez acheté des produits. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'attendre, de commander, ainsi de suite. Et du coup, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fabriqué, elle a stocké. Et nous, on achète directement de stock. Ensuite, il y a des entreprises, elles disent, nous, on ne fait rien du tout. D'accord? Dès que je reçois votre commande, je commence à fabriquer. Je ne fabrique rien du tout avant. J'ai besoin de la commande. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, attention, moi, je fabrique, je n'attends pas votre commande, je fabrique des sous-ensembles et j'arrête. Dès que vous allez m'envoyer votre commande, après, je vais assembler le produit selon votre commande. Et là, c'est notre stratégie. On va leur donner des noms. La première stratégie, elle s'appelle la fabrication sur stock. On dit en anglais make to stock. D'accord? MTS, make to stock. On retient? C'est des termes que vous allez rencontrer souvent dans la vie professionnelle. Fabrication sur stock, ça veut dire quoi en fait? Je fabrique, je suis l'entreprise X, je fabrique et je stocke. Le client, il achète directement dans mon stock. OK? Après, il y a des explications, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ensuite, dans le deuxième cas, je ne fabrique rien du tout. Je fais de la fabrication à la commande. En anglais, on dit make to order ou MTO. D'accord? Et du coup, je suis une entreprise qui fabrique uniquement sur ordre. Je reçois l'ordre, je fabrique. Je ne reçois pas, je ne fais rien. Et la dernière, c'est l'assemblage à la commande. Ça veut dire quoi en fait? J'assemble selon la commande. Ça veut dire quoi? J'ai fabriqué uniquement les composants. Vous pouvez imaginer des voitures. J'ai tous les composants. J'ai des roues, j'ai des sièges, mais par contre, je ne sais pas quelle finition vous allez prendre, quelle couleur vous allez prendre, quelles sont les options que vous voulez mettre dans votre voiture. Et du coup, j'attends dès que je reçois votre commande, je vais assembler et là, je vous livre le produit. On dit je fais de l'assemblage à la commande. Et les derniers, en fait, on a fabrication et livraison sur stock, approvisionnement et fabrication à la commande. OK? Là,
on va ici de les comparer entre eux. Comme ça sera encore plus clair et on va donner des exemples. Regardez, je vous explique ça. Vous essayez juste de réfléchir à des exemples. OK? Alors, là, je suis une entreprise. Regardez, j'ai un stock de matières premières. D'accord? J'ai un premier atelier pour fabriquer des sous-ensembles. Là, j'ai un stock SF, c'est semi-fini. Ensuite, j'ai un deuxième atelier pour fabriquer ou pour assembler. Et à la fin, j'ai un stock de produits finis. C'est ça le processus de fabrication. J'ai des fournisseurs et j'ai des clients. Et entre les deux, je peux avoir un distributeur à proximité de mon client. Maintenant, les flèches que vous avez vues tout à l'heure, les stratégies, je vais essayer de les positionner ici. Regardez. Là, par exemple, je prends la première. La flèche, c'est quoi en fait? C'est le moment où j'arrête de fabriquer et j'attends la commande. Je ne fais rien. J'attends la commande. Si je m'arrête ici, ça veut dire quoi? C'est que j'ai acheté de la matière première et j'ai fabriqué les sous-ensembles et je m'arrête. Dès que je reçois la commande, je fabrique et je livre. On est là. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on a appelé assemblage à la commande. ATO, Assembly to Order. MTS, c'est quoi en fait? J'ai acheté de la matière première, j'ai fabriqué les sous-ensembles, j'ai assemblé, le produit, il est dans mon stock. Le client, il n'a qu'à commander directement et je lui livre dans mon stock. MTO, fabrication sur ordre ou par à la commande, et bien du coup, j'ai que de la matière première et j'arrête. Dès que je reçois la commande, je fabrique les sous-ensembles, j'assemble le produit et je livre le produit chez mes clients. Ça va? Ensuite, les deux dernières, en fait, les deux extrêmes, c'est quoi? Là, regardez, je n'ai même pas la matière première dans mon entreprise. Elle est encore chez le fournisseur. Je ne l'ai même pas commandée encore. Dès que je reçois votre commande, je commande la matière première, je fabrique, j'assemble et je livre le produit. Et la dernière ici, c'est quoi? Regardez, j'ai non seulement acheté de la matière première, non seulement fabriqué, non seulement assemblé, mais j'ai également livré le produit à proximité de mon client. Et du coup, le client, il va acheter directement à proximité, il n'est pas obligé de l'acheter dans mon stock à moi. Allez-y, on va donner des exemples, vous allez mieux comprendre. Allez, donnez-moi n'importe quel exemple. N'importe quel produit. Allez-y. Un produit? Oui. Alors, McDonald's. Là, vous avez pris l'exemple le plus compliqué. Alors, McDonald's, non, on va prendre un autre plus simple. Subway, d'accord? En fait, on est dans quelle stratégie ici? Vous rentrez chez Subway. Vous avez tous les composants, d'accord, qui sont déjà prêts. À vous juste de mixer, c'est ça, si je ne me trompe pas. Vous mixez, c'est comme en fait vous allez faire de l'assemblage à la commande. En fait, ils vont assembler votre sandwich selon vos envies, mais ils ont tout déjà préparé. Est-ce que ça va ou pas? Là, on est dans l'assemblage à la commande. Alors, un ordinateur, Dell, on est à quel niveau? Pareil, je vais vous expliquer en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Dell bien, Dell, c'était la première entreprise qui a révolutionné le e-commerce il y a plusieurs années. Pourquoi? Parce que c'était la première entreprise qui a donné l'accès aux clients jusqu'à maintenant pour pouvoir personnaliser et assembler le produit selon leur envie. Alors, maintenant, ça nous semble quand même quelque chose de relativement simple, mais bref, à l'époque, c'était vraiment la première entreprise qui l'a fait. Et du coup, sur Dell, on peut rentrer, je peux choisir parmi tous les composants, par exemple, la taille de mon microprocesseur, la taille de mon disque dur, ainsi de suite. Et là, je vais choisir. Dès que je valide, ils vont assembler mon PC, ils vont me l'envoyer. Là, on est dans l'assemblage à la commande. Et c'était que ça, Dell. Maintenant, par la suite, il y avait la notion de stock. Ils avaient un stock et là, on peut directement acheter dans leur stock. Et là, on est dans le make to stock. Le PC Dell maintenant, depuis très récemment, ce n'était pas du tout le cas avant, on peut l'acheter aussi chez la FNAC. D'accord? Et du coup, tout à l'heure, je vais sortir du cours
je vais me diriger à la FNAC ou à Darty et du coup, je peux acheter le PC Dell chez Darty. Je ne l'ai pas acheté chez Dell. D'accord? Chez Dell, je suis là, dans le stock. Là, je l'ai acheté chez le distributeur. Vous avez vu la différence entre ces trois niveaux ou pas? C'est bon, tout le monde a compris? Alors, tous les produits de grande consommation, pour faire très simple. Le sandwich que vous avez acheté tout à l'heure, d'accord? Vous l'avez acheté chez Auchan, chez Carrefour. Là, le produit Danone que vous avez acheté, le produit Coca-Cola, le produit Pepsi-Cola, vous l'avez acheté chez le distributeur, ce n'était pas chez la marque elle-même. Est-ce que ça va? C'est bon? On va prendre un autre exemple. Les voitures. Les voitures en termes généraux, on dit qu'elles sont en ATO. Ça veut dire quoi? En fait, le client, il arrive chez les concessionnaires, il va choisir des options, il va choisir la finition qu'il souhaite et ensuite, il valide. Une fois qu'il a validé, ben, du coup, ils vont assembler la voiture et ils vont lui la livrer. Ça, c'est le processus classique pour le secteur de l'automobile. Mais il n'y a pas que ça. Je peux regarder dans le stock parce qu'ils ont déjà fabriqué. Ben, ils ont fabriqué, je peux prendre une voiture dans le stock de Volkswagen. D'accord? Là, je pars par exemple chez à quel et chez le concessionnaire, je peux choisir une voiture dans le stock. Comme je peux lancer une commande, ils vont l'assembler, ils vont me la livrer. Comme je peux également me diriger vers il y a un garagiste peut-être du quartier ou un garagiste un peu plus loin. Et là, on va trouver qu'ils vendent plusieurs types de voitures, parmi lesquelles il y avait la voiture Volkswagen que je cherchais. Et du coup, là, j'achète chez le distributeur. Maintenant, si on parle des voitures de luxe, d'accord? Là, on peut remonter encore. Ici, on est dans le make to order parce que je peux choisir les finitions, je peux graver les initiales de mon nom, mon prénom sur les pièces. Bref, je peux encore aller encore plus loin. Je ne vais pas utiliser les matières qu'ils utilisent. Moi, je veux utiliser des matières très particulières. Je veux un tableau de bord en or. Bref, je veux le cuir de tel chameau de telle région. Et là, ils n'ont plus la matière première dans le stock. Là, on est dans l'approvisionnement et la fabrication à la commande. Et là, j'ouvre la parenthèse. Vous connaissez tous les dégâts. À la marque et l'actualité, il y a combien? Il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Parce qu'elle a fait faire une robe en viande. Non, ça ne vous dit rien du tout? Oui. Alors, ça, ce n'est pas du assemblage à la commande, ni le make to order, parce que le couturier ou je ne sais pas, le tailleur qu'elle fréquentait à l'époque, il n'avait pas la viande, un frigo de viande. D'accord? Et du coup, ça, on a remonté pour approvisionner la matière première qui est la viande, et ensuite, qui est très particulière, ensuite fabriquée, ensuite livrée, ainsi de suite. C'est tout. Est-ce que vous avez compris l'ensemble de ces stratégies? Ça va? C'est clair pour tout le monde ou pas? Allez, maintenant, on va rajouter 2 notions. Après, il nous reste juste la deuxième partie de l'exercice et c'est presque fini. Alors, là, la notion qu'on souhaite maîtriser encore, c'est flux tiré, flux poussé. C'est des termes que vous utilisez beaucoup, vous entendez beaucoup, mais on n'a jamais su faire la différence entre ces termes. Alors, pour faire très simple, je reviens ici. Vous voyez en fait l'endroit de la flèche. En fait, la flèche, elle pénètre à certains endroits. C'est le moment où on a pris en compte la demande réelle. D'accord? Avant, en fait, on a fait sur des prévisions. Tout ce qu'on a fait avant la flèche, c'était sur des prévisions. À partir de la flèche, je connais très bien la demande et la commande de mon client. C'est ça, en fait, le point de différenciation. C'est ce qu'on a ici. La date de prise en compte. Et du coup, tout ce que j'ai fait avant ce point, je l'ai fait avec des flux poussés, en stratégie de flux poussés par les prévisions, des flux poussés par la production. Mais tout ce que je vais faire à partir de ce point, ici, on dit je l'ai fait en flux tiré, ou je vais le faire en flux tiré par les commandes ou par le client. Le client, maintenant, il va attendre combien de temps? Il va attendre le délai qu'il a lancé la commande, donc on a reçu la commande, jusqu'au délai de réception. C'est ça, en fait, le délai client. Est-ce que ça va ou pas? Je résume.
Flux tiré, on dit, flux poussé, push, c'est tout ce que j'ai fait selon des prévisions avant même de recevoir la commande. Et à partir du moment où je reçois la commande, tout ce que je vais faire, ça sera en flux tiré, on dit pull également en anglais. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reviens ici. Et du coup, toute la zone rouge, c'est ce qu'on a fait en flux poussé. Et la zone grise ici, c'est ce qu'on a fait en flux tiré. Et du coup, si vous regardez le ATO, on dit on est 50% en flux poussé, 50% en flux tiré. Alors, fabrication sur stock, le MTS, on est à 75 en flux poussé, 25 en flux tiré, à peu près. Là, l'inverse, on est à, pour MTO, on est à 25 en flux poussé et 75 en flux tiré. Pour approvisionner les fabrications à la commande, on est à 100% en flux poussé. Pardon, en flux tiré. D'accord? Et là, pour la dernière, on est à 100% en flux poussé. Alors, il y a une dernière stratégie que vous allez voir quand vous allez regarder la vidéo, parce qu'on peut rajouter encore engineering to order. Parce que tous ces cas, c'est quand on a déjà le produit, on connaît le produit. Des fois, on ne connaît même pas le produit. Et du coup, on va d'abord réfléchir au produit, ensuite, on va le fabriquer. Et ça, c'est ce qu'on appelle engineering to order. On ne va pas l'introduire ici pour l'instant pour ne pas trop compliquer. C'est bon? Et là, vous voyez, en fait, le client ici, il attend très peu. Et en dernier, le client, il attend très longtemps. Tous les travaux publics, on est là, généralement. C'est bon pour tout le monde ou pas? Ça va?